Bonjour Emmanuel. Bonjour Hélène. Alors, je suis très heureuse de te recevoir à mon micro. Merci de m'accueillir chez toi. On est au-dessus de Gap, pas très loin de Sisteron. On vient de faire un espèce de petit workshop improvisé là depuis 2 jours avec tout un tas de personnalités et de talents qui sont venus te voir ici et qui sont très impliqués dans la protection du vivant et de l'eau. Toi et l'eau, c'est une longue histoire, on va en parler. Pour te présenter, tu es architecte, tu as fondé l'agence Cost Architecture en 97. Aujourd'hui, tu fais partie des architectes reconnus mondialement dans le domaine de tout ce qui est un peu aquatique, en fait, des établissements aquatiques, on peut dire ça. Ouais, des lieux de vie autour de l'eau, un centre aquatique, piscine publique et autres. Ouais. De manière générale, ce que je peux dire, c'est que tu as toujours considéré ton métier d'architecte comme un moyen de penser une autre manière de construire et de vivre ensemble, au-delà du geste architectural. Tu as été l'architecte de la bonne maison de Yann Arthus Bertrand, une maison qui était sans chauffage. Et puis voilà, tu vas nous raconter, mais tu es arrivé dans ce monde autour de l'eau. Le monde des piscines, c'est un petit monde en fait. Pendant longtemps, tu as été l'agence un peu qui était la seule à porter des ambitions écologiques aussi fortes, sans faire appel à des produits chimiques de traitement, on va dire. On va vraiment en parler après, mais aujourd'hui, ça commence un peu à s'ouvrir. Je ne sais pas si on peut dire que ce mot d'ouverture est le bon, mais en tout cas, j'ai la sensation quand même qu'il y a des envies nouvelles qui arrivent. On a des agences qui rejoignent un peu la voie que tu as ouverte en France, parce qu'en plus des constructions respectueuses des écosystèmes, toi, tu veilles vraiment aussi à ce que tout ce qui est coût de fonctionnement, etc., de ce nouveau paradigme autour des bassins et des piscines soit toujours moins onéreux que les systèmes traditionnels. Voilà, on en parlera tout à l'heure. Dans cet épisode, on va justement parler de ces espaces qui sont créés par l'homme pour se baigner. Donc pas des espaces naturels, mais bien ce qu'on appelle nous des piscines, qui pourraient être bien plus encore. On va le voir peut-être à la fin de cet épisode. On le sait aujourd'hui, les installations aquatiques sont souvent très critiquées parce que énergivores, coûteuses. C'est aussi des énormes investissements pour les collectivités locales. Et puis, on a peu conscience, nous, particuliers, on a un peu la sensation que tout va bien avec nos piscines, en fait. On n'a pas trop l'impression qu'on a un sujet. Alors, comme moi, j'ai voilà, en rencontrant ton univers, en préparant cet épisode, découvert que, en fait, en réalité, on avait vraiment un enjeu majeur qui était lié avec celui ces questionnements qu'on a dans le podcast, comment on habite demain, comment on peut être davantage en lien avec le vivant et donc là, notamment avec l'eau. Ce qu'on va dire dans ce podcast qui vaut pour les piscines municipales vaut aussi peut-être demain pour les piscines du domaine de tout ce qui est hospitality, les spas, les hôtels de luxe et puis même les particuliers. C'est comme une nouvelle voie en fait qui s'ouvre. Avec toi, on va essayer de passer dans cet épisode d'un rapport à l'eau à une relation à l'eau. Grâce à l'explication de ces projets un peu manifestes et pionniers, toi, tu permets en fait au public des piscines et aux nageurs du dimanche, mais aussi aux nageurs confirmés de développer une relation un peu plus saine et moins toxique et moins dangereuse avec l'eau de baignade. Pour faire un petit topo, en 2014, tu as reçu le BIM d'or avec la piscine de Saint-Nazaire. On développera un peu plus tard peut-être ce qu'est notamment ces pratiques 3D et aussi collaboratives quand tu fais projet. On te doit la piscine des Murs à pêche à Montreuil qui a ouvert en 2016. Et déjà, en 2008-2009, tu construisais en fait ton agence parisienne sur le principe un peu du cradle to cradle avec le fait de l'emmener dans un endroit qui était vraiment énergie. Enfin, vous créiez plus d'énergie que ce que le bâtiment en consommait. Donc là, une petite aparté pour les auditeurs de ce podcast, mais avec Emmanuel, c'est vraiment dans cet épisode qu'on va parler de l'eau pour la première fois vraiment sur Où est le beau. Si on dézoome 2 secondes, en fait, l'eau, elle conditionne le vivant. On peut pas vraiment comparer l'eau à d'autres sources, tout simplement parce que elle ne sera jamais substituable. Notre regard sur elle doit évoluer. Et d'ailleurs, peu importe ce qu'on fait dans la vie, on est en fait tous concernés par cet épisode. Donc même si on se dit que c'est pas tout à fait un sujet qui est pour nous, moi je pense que si, notamment parce que ça rejoint ce que je vous partage souvent en voice note, c'est le sujet moi qui me préoccupe autour de l'eau virtuelle. C'est-à-dire que tout le monde économique qui nous entoure puise sa vitalité dans cet élément vital qu'est l'eau.
Et donc chaque rouage, en fait, que ce soit le textile qui nous habille quotidiennement, comme les objets qu'on désire ou la nourriture qui nourrit nos corps, en fait, elle puise à la source de l'eau. Et le beau est impacté en fait de plein fouet par cette prise de conscience, évidemment. Comment le beau peut-il éviter de multiplier la demande en eau? Donc ça, c'est une très bonne question. On va sûrement pas y répondre ici, mais en tout cas, c'était voilà pour resituer un peu ce sujet de l'eau, il va de plus en plus emménager dans le podcast. Donc là, dans cet épisode avec toi, Emmanuel, on va parler des eaux de baignade, mais je voulais juste rappeler quand même que nous, on a un corps d'eau. Si on se pose 2 secondes, on est composé en masse, je crois que c'est 70%, mais au niveau moléculaire, tu me le rappelais, c'est plus de 95%, donc en fait c'est juste énorme, on est eau. Donc on arrive, Emmanuel, désolé, c'est très long, mais c'était aussi parce que ce sujet est tellement gigantesque, tentaculaire, il touche tellement tout dans nos vies que voilà, c'était important pour moi de refaire ce petit topo. L'eau de baignade, nous on connaît, enfin moi, je vais parler pour moi, comme ça j'englobe personne et qui se reconnaîtra dans mon chemin, voilà, fera ce lien également, mais pour moi, en fait, je comprends aujourd'hui qu'il y a l'eau de baignade domestiquée, donc qui est traitée par des procédés qui ne soutiennent pas la vie, quelque part, parce que du coup, elle tue quasiment tout. Et il y a d'autres voies d'eau non domestiquée, et c'est celle-ci dont j'aimerais beaucoup qu'on parle, Emmanuel. Est-ce que tu peux, pour nous qui ne sommes pas des sachants de tous ces sujets, nous dire qu'est-ce qu'on ignore, en fait, quand on se baigne dans une piscine normale, tu vois, tout simplement. Oui, merci Hélène pour cette belle introduction. C'est vrai que quand on va dans une piscine, on ne se rend pas compte de toutes les coulisses. Souvent même les sous-sols d'une piscine publique constituent parfois 70% du projet. En fait, on n'imagine pas que c'est une sorte d'iceberg. Hein. Tout est en sous-sol dans lequel il y a des tuyaux, des pompes, des filtres, tout un tas d'équipements qui permettent de maintenir cette eau dans une qualité sanitaire suffisante pour se baigner. Et c'est vrai que moi-même, quand j'ai commencé ma carrière en spécialiste des piscines, je ne me posais pas trop de questions. Je mettais les systèmes qui m'étaient proposés par les bureaux d'études, à savoir souvent des traitements chimiques. Et il y a quelques années, c'était pratiquement que le chlore qui était le traitement chimique utilisable et acceptable. Maintenant, on se rend compte qu'il y a d'autres systèmes de traitement chimique qui sont plus vertueux que le chlore. Mais voilà, il y a toute cette technique au service finalement de la sécurité sanitaire, puisque quand même si le chlore peut être critiqué, il apporte une garantie sanitaire inégalée pour effectivement détruire bactéries et virus qui permettent à chacun de se sentir en sécurité parce qu'il va se baigner dans une piscine publique. Mais du coup, comme on détruit ces bactéries qui sont nocives, en fait, le chlore ne fait pas le tri, quelque part. C'est vrai que le chlore, par définition, c'est un biocide. Donc biocide, c'est un mot qui souvent me choque un petit peu. Ça veut dire biocide, on détruit le vivant. Donc pour pouvoir effectivement rendre l'eau non agressive d'un point de vue sanitaire, on fait en sorte de tout détruire. Et à ce moment-là, elle devient plutôt agressive pour la peau et elle crée d'autres pathologies qu'on ne connaît pas forcément. Donc on entend parler souvent qu'on a des rougeurs à la peau, qu'on peut avoir des problèmes aux bronches, mais il y a plein d'autres problèmes qui sont générés par les produits chimiques de traitement et qui sont, à mon avis, à pas négliger ou en tout cas à connaître avant de savoir qu'est-ce qu'on vient faire dans une piscine au chlore. Parce qu'en fait, il y a vraiment beaucoup de sujets. Moi, j'ai été sensibilisé à ça il y a quelques années quand j'ai vu que les nageurs de compétition avaient vraiment des troubles importants, notamment effectivement des bronches avec une capacité respiratoire qui était atteinte et distincte, et parce que eux, ils sont les premiers à avaler cette matière qui n'est pas forcément dans l'eau, qui est juste à la surface de l'eau. C'est ce qu'on appelle les trichloramines. C'est une réaction chimique entre le corps et la matière organique avec le chlore qui est dans l'eau, qui dégage cette petite couche de gaz et qu'on avale, et à ce moment-là, ça crée ces problèmes-là. Donc là, je me suis dit quand même, il y a des choses qui ne vont pas, et en creusant un petit peu le sujet, on se rend compte que même le Vidal, qui est le magazine de référence des médecins, a annoncé l'année dernière, a fait un rapport de 6 pages sur tous les effets toxiques du chlore sur la santé, qui vont jusqu'à des cancers ou des maladies
endocriniennes ou à la fertilité des garçons, des choses comme ça. Donc c'est pas à prendre à la légère. Donc encore une fois, oui, ces produits chimiques sont très intéressants parce qu'on ne se pose pas de questions sur l'hygiène et la qualité sanitaire de l'eau, mais il faut quand même, de mon point de vue, se poser des questions plus globales en fait. Ouais, et puis en plus, moi je me rappelle vraiment les moments où le chlore, moi, m'indisposait le plus, tu vois, c'est quand on est enfant, qu'on est en sortie scolaire aussi, et que cette odeur, tu vois, qu'on sent et qui est souvent vraiment hyper présente. Est-ce que ça aussi, ne serait-ce que respirer, même sans être dans l'eau, tu vois, c'est pas top? Ben, non, c'est bien que tu parles de ça parce que le gros problème, c'est l'air. Comme je l'ai dit, c'est ce qu'on appelle les trichloramines. Et c'est une réaction chimique entre la matière organique qu'on apporte dans l'eau, parce que chacun a sur sa peau de la matière organique, des cheveux qui tombent dans l'eau aussi. Donc c'est une réaction chimique qui fabrique ce gaz. Et c'est aussi l'hygiène globale de la piscine dans laquelle on se baigne, c'est-à-dire les goulottes autour du bassin, ou les skimmers, ou même les canalisations. Si jamais il y a des choses qui sont mal nettoyées, ben ça dégage ce gaz. Et c'est vrai que ce gaz, il est dans l'air. Donc c'est amusant parce que parfois j'entends des gens me dire ah ben ça sent le chlore, la piscine est propre. Mais en réalité c'est l'inverse. Une piscine au chlore, si elle est bonne pour la santé, elle devrait rien sentir du tout. Donc ça veut dire qu'il y a une hygiène parfaite. Donc ça veut dire que la première des choses, même quand on va se baigner à la piscine, qu'elle soit en chimie ou sans chimie, c'est de se laver vraiment bien avant d'y aller. C'est-à-dire on devrait prendre tous une douche savonnée intégrale, mettre un bonnet pour éviter qu'il y ait un maximum de matière organique dans la piscine. Et aussi que l'hygiène soit bonne. Ouais, donc en fait, ça veut dire qu'on peut aussi, pour les bassins qui sont déjà au chlore, par nos attitudes, baisser peut-être le niveau tout à fait, hein. C'est ça, du chlore si on se lave bien et si on prend aussi notre part. Mais déjà, si tout le monde se lavait soigneusement, on pourrait réduire facilement de 30% la nocivité du chlore. Hein, facilement. Ah ouais, ça c'est énorme. Y compris les consommations d'eau, parce qu'il faut savoir que pour évacuer ces chloramines, on a ce qu'on appelle des bacs tampons, donc c'est-à-dire qu'il y a des zones où l'eau passe entre le bassin et les filtres, elle passe là-dedans. Et dans ces bacs tampons, c'est une première étape où on va extraire les chloramines par ce qu'on appelle des strippings, c'est-à-dire qu'on extrait les chloramines, on les balance dans l'air dehors et on ajoute éventuellement de l'eau potable en plus. Donc il y a toute une chaîne vertueuse écologique qui fait que si tout est déréglé, ça ne fait qu'amplifier la gravité de la situation. Ok. Donc ça c'est pour nous, donc il y a un sujet santé et il y a un sujet aussi impact sur l'écosystème, parce que cette eau ensuite, où est-ce qu'elle est? Parce que bon, j'imagine c'est peut-être un peu plus cadré pour les professionnels que pour les particuliers, mais en fait il y a quand même énormément de particuliers en France qui ont des piscines au chlore, et donc on peut avoir aussi un impact dans la nature après, c'est ça quand c'est vrai qu'il faut se demander où va cette eau chlorée, parce que bon, en principe sur les piscines publiques, l'eau elle passe par des bacs de déchloramination, elle reste un peu en attente avant d'être évacué, mais pour le particulier, il va le jeter éventuellement dans sa fosse septique, il va abîmer tout le système, il va rejeter l'eau dans son jardin s'il ne se pose pas de questions. Moi j'ai vu des particuliers qui vidaient la piscine dans le jardin. Donc là ils vont jeter tout le chlore et les produits toxiques dans le jardin, et cette eau va aller dans les nappes, va détruire tout le système vivant des nappes. Donc là, ça détruit le mycélium. Ça détruit les mycorhizes, tout le système organique. Enfin, même, on imagine un ver de terre, il n'est pas forcément content de recevoir du chlore. Voilà. Après, il faut savoir aussi un truc important sur les piscines publiques, c'est qu'il y a une obligation légale par les services sanitaires d'apporter 30 litres d'eau par baigneur. Donc dès qu'un baigneur rentre dans la piscine, on jette 30 litres d'eau et on met 30 litres d'eau neuve. Ah. Ouais, c'est ce qu'on appelle le débit de fuite réglementaire. Donc les services sanitaires estiment que l'eau doit être suffisamment renouvelée pour être efficace. Donc c'est-à-dire que c'est une eau qui est jetée, qui est propre, hein, qui est jetée, elle est chlorée, elle est chauffée, donc on la jette et on met une eau propre à la place. Donc on imagine une classe avec 30 enfants, 30 x 30. Tout le temps en fait. Tout le temps, en permanence. C'est pour ça que et cette eau, elle est encore une fois chlorée, elle est jetée aux égouts. Oui, parce qu'en fait, les stations d'épuration, c'est quand même un espèce de biotope avec des bactéries, etc., avant que ça retourne dans l'environnement. Donc, du coup, ça veut dire quand même que cette eau, même s'ils attendent ce moment un peu tampon pour que le chlore s'évapore et qu'en fait, il y en ait moins dans les eaux qui vont partir en station, il en reste quand même toujours un peu. Il y a des molécules chimiques qui vont dans la nature, c'est évident. Donc là, ouais.
mais en tout cas, on peut, si ce sujet nous intéresse, déjà bien se laver à chaque fois comme ça, quand les personnes viennent faire des tests dans les piscines, et ben, au fur et à mesure, ils vont voir qu'il y a moins besoin parce que il y a moins de bactéries, il y a moins d'éléments dont il faut se prémunir. Mais il existe également des alternatives, en fait. J'ai découvert vraiment avec toi que d'autres choses existent. Est-ce que tu peux nous faire justement cette espèce de tableau des alternatives que toi tu as découvertes au fur et à mesure de ta carrière et puis voilà jusqu'à peut-être aujourd'hui et la manière aussi dont tu les as découvertes à travers tes projets? Alors, c'est vrai que plus je réalise des projets, on va dire classiques de piscine chimique, plus je me dis il faut trouver des alternatives. Donc je me suis posé la question, j'ai regardé ce qui se faisait dans d'autres pays, donc notamment même en Europe, notamment Allemagne, Suisse et autres, ils ont depuis longtemps créé des baignades écologiques. Donc là, on est plus sur la reconstitution d'un biotope naturel avec des roseaux, des zones de filtration. Donc ça, c'était un peu la base de la réflexion. D'ailleurs, ça m'a permis de réaliser, il y a maintenant peut-être un peu plus de 10 ans, un centre aquatique à Loches, en Touraine, où il y a une partie, on va dire, classique fermée, et puis à côté, une baignade naturelle. Et ça a été un peu le début de la réflexion en se disant, mais si on peut faire ça là, on doit pouvoir le faire ailleurs. Et Attends, juste la baignade naturelle, c'est quoi? C'est des bassins de phytoépuration? Alors, c'est des bassins dans lesquels on peut nager. En général, il y a une zone de baignade qui est comme une piscine, donc accessible sans plantes, dans laquelle on peut nager, faire des longueurs, etc. Okay. Et on crée un circuit d'eau tout autour de cette zone de baignade avec des zones de filtration. Donc, en général, il y a plusieurs zones de filtration. Traditionnellement, il y a une zone de filtration, une zone de régénération. Donc, c'est des surfaces assez grandes. En général, on considère que c'est à peu près 3 fois la surface de la baignade. Donc il faut des grandes surfaces avec des roseaux. Et il y a tout un circuit d'eau où l'eau passe par des drains, comme si on recréait une zone de lac, de baignade, d'étang, voilà, et on active la circulation. C'est finalement la solution, on va dire, habituelle des baignades biologiques. Ok. Donc ça, tu l'expérimentes à l'extérieur pour la piscine de Loches. Et après, justement, je crois, avec la piscine de Montreuil, il se passe un peu autre chose. Ouais, Est-ce que tu peux nous raconter? C'est vrai que la piscine de Loches m'a permis d'avoir cette expertise. Et lorsque le concours pour la piscine des murs à pêche à Montreuil a été lancé, on a fait partie des 3 équipes d'archi sélectionnées. Et on a répondu avec un système en phytoépuration, parce que c'était demandé au concours. Donc on a gagné le concours. Et très rapidement, on s'est vraiment posé des questions concrètes d'exploitation. Donc là, on a organisé un voyage avec tous les élus. Donc à l'époque, c'était Dominique Voynet qui était maire de Montreuil et qui souhaitait vraiment le bâtiment le plus écologique possible. Au-delà de l'eau, c'est un bâtiment qui est tout en bois, qui a plus de 80% d'énergie renouvelable. Enfin, on est vraiment sur un modèle. D'ailleurs, elle a été classée par le magazine L'Équipe dans les 10 projets d'équipements sportifs les plus écologiques au monde. Donc c'est vraiment un modèle. Donc bref, on emmène les élus visiter des piscines un peu similaires, notamment en Allemagne et en Autriche. Et je me rappelle d'un projet au centre de Munich, qui est une ancienne piscine olympique traditionnelle qui avait été transformée en baignade naturelle. Donc ils avaient un peu cassé les bords pour mettre des arrondis. Mais on était à peu près sur la même surface que le plan d'eau de Montreuil, c'est-à-dire 1200 m² de baignade. Et cette piscine au centre de Munich, je crois que ça s'appelle Bad Mariaker, elle est dans une sorte de parc complètement magique. Quand on arrive là-bas, c'est Alice au Pays des Merveilles, quoi. C'est une rivière, des ponts, et les gamins ils montent sur le pont, ils sautent dans l'eau. Et je me suis dit, waouh, mais c'est génial, mettre ça dans les villes, c'est que du bonheur. Surtout qu'il y avait vraiment l'idée à Montreuil de recréer un lieu de vacances finalement au cœur de la ville. Et ça c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup inspiré pour les projets suivants. Voilà. Et donc on a discuté avec l'exploitation dans cette piscine et ils nous ont dit parfois on arrive à accueillir 7000 personnes jour. Et donc c'était énorme. Donc bon, tout content, on est de retour à Montreuil, on va voir les services sanitaires, donc l'ARS en l'occurrence, on discute avec eux, on leur dit voilà, on va faire un projet 1200 m² de baignade et on a vu en Allemagne un projet qui est à 7000 personnes jour, est-ce qu'on pourrait être à 1000 personnes jour en France? Parce que c'est ce qu'on avait défini dans le plan de fonctionnement de la piscine. Et ils nous disent non, la France c'est 300 personnes maximum, vu ce que vous nous dites. Donc là, on est un peu tombé des nues, on peut dire. Les élus étaient sidérés parce qu'ils vont investir peut-être 15 millions d'euros dans un projet et se dire qu'ils peuvent accueillir 300 personnes, c'est plus jouable politiquement. Donc là, on a dû trouver des solutions alternatives.
Donc là, c'était la catastrophe. C'était un peu la catastrophe. Mais bon, moi, je me démonte pas et en général, je cherche les solutions. C'est là que c'est un peu le challenge intéressant. Et j'ai trouvé à ce moment-là une solution avec un système, on va dire, hybride, parce qu'il est aussi performant que le traitement chimique, mais il est entièrement biologique. Il n'y a aucun traitement chimique à l'intérieur. Ok. Et ça, la grande découverte, ça a été une société en Belgique qui s'appelle Aquatic Science, qui était spécialisée dans les traitements pour les poissons, donc les carpes koi, etc., et qui commençait à mettre au point un système pour les piscines. Donc les élus de Montreuil m'ont suivi en me disant bon, ok, on fait confiance, on y va. Et on a proposé ce procédé, qui est ce qu'on appelle un procédé biominéral. Donc Aquatic Science, tu découvres, parce que tu retournes Internet, tu découvres ces gens. Donc là, tu comprends qu'en fait, ils ont un peu craqué quelque chose. Ils permettent de non plus, comme en phyto, nécessiter ces espaces immenses de plantation. Mais là, en fait, dans ce système que tu trouves, il n'y a pas besoin de plantes? Ou il y a besoin de plantes? Non, c'est ça qui est génial, c'est qu'on est en bio, mais il n'y a pas besoin de plantes. Donc on réduit vraiment sensiblement les surfaces et surtout on garantit une qualité d'eau maîtrisée par un système qui est vraiment éprouvé en termes de circulation d'eau. Donc ça a pu rassurer les services sanitaires avec quelque chose d'éprouvé. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on est vraiment sur quelque chose de totalement naturel. On est en fait... ce qui m'avait plu, c'est que leur discours à l'époque, c'est de dire on reproduit l'écosystème d'un lac de montagne dans un plan d'eau, en fait. Donc, ils ont mimé le système bactériologique, des bactéries, des minéraux, etc. d'un lac de montagne, et ils le reproduisent de manière artificielle dans la piscine. Il y a un nom particulier de ce biominéral, tu dis, mais... Ouais, c'est le traitement d'eau biominéral, en fait. C'est le nom qu'on lui a donné. La marque qui est distribuée s'appelle Viti. Pour l'instant, c'est encore une société belge et elle va être distribuée en France par une société qui s'appelle OC10 qui reprend ce procédé. Donc voilà, avec un engouement particulier, parce que c'est assez étonnant. OC10 qui est le numéro 1 de la distribution de produits chimiques de traitement des piscines, donc sur les piscines notamment de particuliers. Pour lui, le chlore c'est terminé et il faut passer à autre chose. Donc c'est passé sur un traitement plutôt bio. Le chlore terminé, c'est plutôt on est dans une phase où deux systèmes peuvent cohabiter avec à la fois du chimique et du non chimique. Et donc là, ça veut dire aussi que des personnes qui cherchent, parce que tu vois par exemple, moi l'autre alternative, on va dire que le chlore que j'ai, c'est une piscine au sel. Mes parents ont une piscine au sel dans le sud de la France, donc mais voilà, l'eau elle est quand même un peu lourde, un peu bizarre. Quelle est la différence entre le biominéral et un traitement là on part un peu dans technique, mais juste pour que les gens qui ont vraiment des piscines se disent ok, en fait on pourrait potentiellement changer ou l'utiliser, ou qu'est-ce qui est mieux ou qu'est-ce qui est moins bien, tu vois. Alors le sel, il faut savoir que même si c'est effectivement on sent que c'est moins toxique que le chlore, et puis il y a moins de contraintes parce qu'on n'est pas là à jeter des pastilles dans le bassin, c'est quand même du chlore qui est fabriqué in situ, parce qu'en fait le sel, il faut savoir que c'est avec un système d'électrolyse, ça transforme le sel en chlore, c'est ce qu'on appelle l'hypochlorite de sodium. Donc on a une fabrication de chlore sur place. Alors c'est sûr que c'est beaucoup moins dosé, donc on sent que c'est moins toxique, mais c'est quand même chimique. Ok. Et donc les gens qui ont des piscines aussi au sel peuvent passer aux piscines biominérales, c'est possible ça? On pourrait aussi, c'est la même circuit de filtration. Donc Montreuil te permet de relever ces défis, en plus en milieu urbain, etc., de montrer avec un mode constructif innovant, le bois, etc., que c'est possible de faire autrement, alors même que c'était pas vraiment prévu, vu que vous aviez gagné sur la phyto, mais à la fin, ce que vous livrez, ce nouveau procédé. Est-ce que tu peux nous dire juste en termes d'exploitation, quels sont les retours aujourd'hui, parce que c'était en 2016, comment ça se passe en fait aujourd'hui? On a des super retours. Déjà, dès le départ, les baigneurs ont été ravis de ne pas avoir les yeux qui piquent, d'avoir la peau douce. C'est vraiment génial. Côté sanitaire, il n'y a pas eu de problème sanitaire sur la piscine. Donc tous les relevés sanitaires sont bons. Donc ça, c'est effectivement depuis 2016. Alors c'est une piscine d'été qui est ouverte que de juin à septembre, parce que c'est un bassin extérieur d'été. Voilà. Et entre-temps, là, on travaille sur d'autres projets. On a notamment
Fort de cette expérience, je me suis dit, c'est vraiment le traitement d'eau du futur, donc il faut vraiment l'exploiter. Et on a livré en septembre dernier, donc septembre 2023, la piscine d'Amboise, en Touraine, qui est la première piscine fermée, chauffée toute l'année, avec 2 bassins. Il y a un bassin 25 mètres, 6 couloirs, assez profond, parce qu'il y a de la plongée, donc il fait 3,50 m de profondeur, et un bassin d'apprentissage. Donc celle-là, elle est entièrement en traitement biominéral Viti, et elle fonctionne depuis septembre parfaitement bien. Et là aussi, on a des retours incroyables. Des gens, ils font 1 heure de voiture pour aller nager là, quoi. Ils disent, mais on veut plus du tout revenir au chlore. Le personnel aussi est ravi. Les maîtres nageurs disent, mais on n'est plus du tout agressé au niveau des chloramines, hein. C'est vrai que, en parlant des maîtres nageurs, on a actuellement à l'étude un projet avec la Fédération nationale des métiers de la natation et du sport, donc ceux qui forment les maîtres nageurs, et qui envisagent de faire un centre de formation, et qui nous ont demandé de le faire en biominéral. Donc les maîtres nageurs, ils veulent plus entendre parler de produits chimiques. Donc là, on est sur ce projet-là aussi. Et voilà, donc Amboise d'ailleurs a reçu cette année le prix de l'équipement sportif de l'année par l'association des écomères, et la piscine d'Amboise, donc c'est vraiment un projet exemplaire. Donc en fait là c'est la première baignade biologique en France, y compris en intérieur. En fait, c'est ça la grande innovation. Ouvert toute l'année. Ouais. Ouvert toute l'année. Mais on en a plusieurs en cours, hein. On a en chantier la piscine de Coudekerque, et on a aussi la piscine à Grenay. Ça c'est un petit équipement, c'est vraiment sympa parce qu'on est en étude d'un projet vraiment de proximité. Et puis ce qui me fait plaisir, c'est qu'il y a d'autres architectes qui nous suivent là, et donc notamment une équipe qui a gagné la piscine de Pontarlier où ils vont faire en biominéral, une autre équipe qui a fait la pisine de Néris-les-Bains à côté de Lyon qui est aussi en biominéral Viti. Donc voilà, je suis plus le seul à ouvrir la route, donc c'est super. Ouais, c'est super. Mais franchement, je pense aussi que voilà, beaucoup de nageurs pourront vous remercier parce que c'est vrai que c'est agréable aussi de ne plus avoir ces odeurs, etc. Et quant à l'eau, tu vois, enfin, je sais pas si certains d'entre vous font un peu attention à comment est-ce qu'on se sent dans une eau de piscine. Est-ce que l'eau d'un traitement chimique traditionnel et l'eau avec le Viti biominéral, là, c'est une eau déjà qui est un peu différente en termes de, tu vois, sensation de baignade? Elle est complètement différente. Ce que disent les gens, c'est qu'elle est douce. C'est que voilà, il y a une sensation de douceur, et les retours qu'on a, c'est qu'ils ont l'impression de se baigner dans une rivière ou dans un lac. En fait, on a cette sensation de douceur qu'on retrouve dans le milieu naturel, alors que l'eau chimique est agressive en fait. Et je dirais même, c'est un truc qui est marrant, c'est que l'eau biominérale, elle glisse. Donc on pourrait imaginer que dans les compétitions, on pourrait faire des records dans une eau bio. Bon, ça présage des jolies choses. Il y a un autre sujet que j'aimerais qu'on aborde, Emmanuel, c'est celui des baignades lacustres. Donc moi, je ne connaissais pas ce que c'est qu'était une baignade lacustre. Est-ce que tu peux nous en parler? Parce qu'en fait, malheureusement, ça va devenir des sujets qui vont être peut-être, en tout cas, une innovation qui va être importante pour continuer à se baigner en pleine nature. Alors c'est vrai que c'est le sujet d'actualité, puisqu'on a parlé beaucoup de Paris avec la baignabilité de la Seine, on va dire. Et c'est vrai qu'on a de plus en plus de demandes d'aménager des espaces naturels avec des zones de baignade. Sachant que souvent les espaces naturels, effectivement les lacs, les étangs, les rivières sont devenus au fil du temps impropres à la baignade, où les normes se sont durcies et on ne peut plus se baigner. Donc c'est vraiment dommage de ne pas pouvoir profiter de ces espaces. Donc on se demande, d'une part, la première étape c'est comment les sécuriser avec des zones délimitées flottantes qui permettent de plonger dans un lac sans forcément marcher sur les berges. Et aujourd'hui, je suis associé d'une société qui s'appelle Holistic, qui a mis au point un procédé unique au monde, qui est un traitement biologique de la zone de baignade en espace naturel. Donc on peut, sur un étang qui par exemple est impropre à la baignade parce qu'il y a un certain nombre de bactéries qui empêchent qu'on puisse se baigner, on peut poser une piscine flottante. Bien sûr, il y a aussi des parois et un fond, mais elle est immergée, donc il n'y a pas de problème d'étanchéité, c'est légèrement poreux. En fait, c'est l'eau du lac. Voilà, c'est l'eau de l'espace naturel dans lequel vous implantez. Okay. Et ce qu'on fait, nous, c'est qu'on met une unité de filtration un peu comme le système Viti, mais adapté au milieu naturel, où on prend l'eau du lac, on la filtre et on la réinjecte dans la zone de baignade. Et là, on la rend propre à la baignade.
Et ça, c'est vraiment une révolution parce que voilà, ça, on avait d'ailleurs proposé à Paris des solutions, ils nous ont pas écoutés. Et on avait la solution pour faire une zone de baignade délimitée dans la Seine qui aurait été traitée, qui aurait été totalement propre pour les nager. baigneurs, Ouais. pour les athlètes. Donc ça veut dire que du coup, demain, parce qu'en fait, c'est vrai que moi, tu vois, l'année dernière, en marchant, etc., en montagne, il y a des endroits où, oui, tu as des lacs sublimes ou des endroits, tu te dis, mais c'est merveilleux. Et en fait, tu ne peux pas te baigner. Tu peux plus te baigner. Donc là, c'est aussi nous permettre de continuer à se reconnecter avec l'eau dans des endroits où aujourd'hui, voilà, la vie fait que c'est plus possible à un instant T, sans mettre d'éléments que le vivant ne peut pas lui-même dégrader dans ces endroits-là qui sont déjà un peu mal en point. Et peut-être du coup, ça veut dire que si ce sont des espaces où c'est l'eau même de l'endroit, enfin je sais pas si c'est des grands lacs ou des grands espaces, tu vois, mais au bout d'un moment, j'imagine que si cette installation reste des années, ça va peut-être finir aussi par améliorer la qualité de l'eau globale. Est-ce que ça, on peut l'envisager, tu vois, ou l'imaginer? Parce qu'en fait, après, vous la reversez, l'eau. Oui, c'est juste, hein, comme elle est mise, effectivement, elle est traitée naturellement et biologiquement et elle est remise dans la zone, au fur et à mesure, on va filtrer au fur et à mesure tout le volume du lac. Alors bon, parfois, il y a des lacs, les rivières, ça court, donc là, on ne peut pas la traiter, mais un lac qui est à peu près stable, on peut effectivement imaginer que ça va améliorer sa qualité, hein, donc ça, c'est sûr. C'est beau, ces innovations qui font que engendrer du plus, quoi. Mais il y a plein on va dire de développement possible. Moi, j'imagine, on pourrait imaginer dans la Seine un bateau hôtel qui est posé, une péniche hôtel, et puis qui aurait sa piscine devant avec un ponton, et on traite que cette zone-là. Et là, pour le coup, elle est propre à la baignade, et il y a les chambres d'hôtel qui donnent sur la Seine où on peut se baigner sur un bout ou sur un lac pareil. On travaille actuellement sur des chambres d'hôtel flottantes, donc on peut imaginer faire des chambres d'hôtel flottantes avec chacune un petit bassin qui lui est traité naturellement et qui est connecté à la chambre d'hôtel, et on peut sur un lac imaginer ça. Génial. Avec une gestion en plus, Holistic travaille aussi sur la gestion globale de l'eau. Donc on nous a même demandé, l'hôtelier en question nous a demandé d'imaginer une autonomie totale en eau. Donc on peut avoir ces chambres d'hôtel flottantes où il y a la piscine, et en plus on recycle l'eau, on utilise l'eau du lac qui est traitée biologiquement, qui peut être recyclée. On gère les eaux grises, les eaux noires de l'unité, en fait, pour éviter qu'elles soient connectées à terre avec des tuyaux. Voilà. Donc c'est autonome, en fait. Autonome, ouais. Donc l'électricité, c'est facile, on peut mettre du photovoltaïque ou autre, et là, on est autonome en eau aussi. C'est complètement génial. J'aimerais que tu nous partages peut-être un peu, Emmanuel, après toutes ces années au contact de l'eau, et en plus avec ton métier d'architecte, cette capacité toujours à voir les choses en système, etc. Quelles ont été, toi, tes prises de conscience un peu, récentes ou moins récentes, hein, mais autour de l'eau et personnellement, en fait, de ton rapport avec elle, en fait? C'est vrai qu'en travaillant avec l'eau depuis toujours, je ressens un lien avec elle. Donc c'est un lien vraiment conscient de me dire que l'eau que nous sommes, comme dirait Pierre Rabhi, fait il y a urgence et il y a obligation de la considérer comme quelque chose d'autre qu'un bien de consommation. Et donc ça veut dire qu'il y a toute cette chaîne vertueuse de l'eau, à la fois depuis la source jusqu'à son exploitation et son extraction, qu'il faut conscientiser et se dire qu'est-ce que je fais avec cette eau. Et en fait aussi, c'est quand même hyper enthousiasmant de réaliser qu'on peut redonner de la vitalité par autre chose que des traitements qui étaient jusqu'à présent toxiques à l'eau, en fait, aussi. Par justement toutes ces bactéries, tous ces systèmes alternatifs. C'est ça, donc là on arrive à une vision intégrative de la vie, et voilà, si on veut imaginer demain un lieu de baignade ou une piscine intégrative, c'est de se tenir compte de tout ça, c'est de se dire l'eau dans laquelle je vais me baigner, comment je peux la maintenir vivante et pas tout tuer pour me dire pour mon plaisir, je tue tout, comme ça je suis tranquille. Donc comment on peut la rendre vivante, comment on peut finalement lui rendre ce qu'elle nous offre, parce que la vie c'est qu'un échange, donc on est dans l'échange permanent avec la nature, avec tout ce qui nous entoure, et finalement je ressens aujourd'hui et je le ressens vraiment par des expériences concrètes, que ce que je donne à l'eau, elle me le rend 10 fois plus. Derrière, elle sait très bien qu'on l'a considérée. Ouais, et puis en plus, bien au-delà de considérer l'eau beaucoup plus qu'un simple liquide,
quand on a la chance de pouvoir un peu partir en balade et regarder, observer un peu l'eau, on voit que en fait l'eau est tout le temps en mouvement et cette circulation elle est quand même hyper peut-être que je sais pas toi aujourd'hui j'ai la sensation alors on est chez toi aujourd'hui parce qu'on a été plusieurs à venir et donc là je peux peut-être le partager expérimenter un bassin que tu as réalisé chez toi. Et c'est un peu comme, peut-être que certains auditeurs se souviendront quand je suis allée chez Pascal Pot et que j'ai goûté une de ses tomates. Tu vois, en fait, j'avais l'impression que c'était pas une tomate, c'est que c'était vraiment autre chose. Quand on se baigne dans un bassin comme ça avec une eau qui est en mouvement, tu vas nous expliquer un peu comment rapidement, mais moi j'ai vécu une expérience de baignade qui était complètement dingue. C'est-à-dire que j'avais jamais eu cette sensation de me baigner dans une eau qui était aussi fine, en fait, aussi ronde. C'était presque même au-delà de... Rien à voir avec une sensation d'eau de mer. Et même, c'est encore différent qu'une baignade en lac, je trouve. C'est vraiment comme si il n'y avait pas trop de différence, en fait, entre nous et l'eau. Tu vois, c'est très, très, très particulier. C'est complètement... c'est déroutant un peu parce qu'on ne sait pas ce que... C'est un peu... mais moi, je suis un peu sensible de plus en plus, mais je crois que tu as eu plein de témoignages de gens qui n'étaient pas forcément très sensibles au début et il y a un peu une unanimité, non? Ouais, mais tu en parles très bien. Et c'est vrai que encore hier soir, il y a le jeune fils d'une amie qui venait et me dit mais on a l'impression que l'eau nous fait un câlin. Et c'était très beau de dire ça parce que c'est venu spontané d'un enfant de 10 ans qui dit ça. Et là, c'est vrai qu'avec ce bassin, j'ai voulu expérimenter comme ce que je fais toujours dans mon métier d'architecte en expérimentant des bâtiments sans chauffage, avec d'autres modes constructifs, etc. Et là je me dis comment on pourrait finalement trouver un traitement d'eau sans chimie, bon ça on l'a déjà dit, mais même sans filtre et simplement en rendant l'eau vivante. Et si on recrée finalement une sorte de torrent en circuit fermé, l'eau elle va rester vivante et même elle va se dynamiser toute seule parce que là avec ce qui a été mis en place là, donc je peux dire deux mots, il y a une vasque, ce qu'on appelle une vasque vive qui est magnifique, qui a été réalisée par mon ami Jérémy Ponce de Egaterra et qui a aussi contribué à la conception du bassin avec moi parce qu'il en fait depuis des années et on a pu échanger là-dessus. Donc il y a la vasque et puis aussi les vortex. Donc les vortex c'est l'image de l'univers. Les galaxies, c'est des vortex, il y en a partout. Et là, donc, ces vortex permettent aussi de dynamiser l'eau. Et c'est vraiment étonnant. C'est ça qui fait cette eau qui est très, très particulière. Donc, on a une surface qui est très différente. On se rend compte qu'il y a des reflets qu'on voit nulle part ailleurs. Donc, souvent, les reflets de lumière au coucher de soleil à la surface sont vraiment différents. Et quand on rentre dans l'eau, effectivement, on a la sensation qu'on fait qu'un avec l'eau, en fait, qu'il n'y a plus de séparation entre notre corps et l'eau, parce qu'il y a une symbiose totale qui se crée, et ça, c'est très, très étonnant. Donc là, on est bien au-delà de la dimension du traitement d'eau. Bon, là, on voit que l'eau, elle est vivante, donc honnêtement, il y a des moments où elle peut être plus verte qu'à d'autres moments, parce que, voilà, mais il faut aussi quand même dire qu'une eau bleue des piscines, c'est parce qu'il n'y a rien dedans, qu'elle est morte. Là, une eau qui est vivante, elle a une couleur. Automatiquement, on voit dans un étang, il y a une couleur, dans un lac aussi. Donc là, elle peut varier. Je me dis que parfois, elle varie selon la pression atmosphérique, le climat. S'il fait chaud, froid, elle va varier. Donc, la lune peut-être aussi. Voilà, la lune impacte aussi. Je vois, selon les cycles de lune, elle bouge. Mais bon, globalement, elle sent bon, il n'y a pas de microbes et c'est vraiment une autre approche. Ça, pour moi, c'est une sorte de luxe et de beauté. En fait, on est dans quelque chose qui est au-delà de tout ce qu'on avait expérimenté jusqu'à maintenant. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on en a un tout petit peu parlé dans Où est le bon du vin en biodynamie. On en avait aussi un peu parlé avec Didier Barral. En fait, c'est un peu ça, mais sauf que là, c'est presque une piscine en biodynamie, quoi. Il y a cette idée de dynamie qui est la force de vie de l'eau à son état naturel que tu reproduis. Exactement. Ici. C'est tout à fait ça. C'est une piscine ou un bassin en biodynamie. Donc c'est là où c'est très différent de ce qu'on a expérimenté jusqu'à maintenant. Après, je sais pas, je pense que ça va pas parler à tout le monde du tout, hein, mais en tout cas, je trouve que c'était bien de le signaler parce que moi, j'ai fait cette expérience-là. On était plusieurs à la faire et je crois que, tu sais,
Parfois, je me dis, en fait, on ne sait pas qu'on ne sait pas. Tu sais, il y a des choses comme ça, c'est évident. En fait, quand tu ne connais pas qu'il y a une autre manière ou une autre façon de, tu peux pas la désirer, tu peux pas avoir envie, tu peux même pas te projeter dedans, tu peux même pas imaginer que demain, tu auras une piscine comme ça ou un endroit comme ça dans ta vie ou pour toi ou... Parce qu'en fait, tu ne sais même pas que ça existe. Bah voilà, jusqu'à il y a 3 jours, je ne savais pas que ça existait. Donc, si tu veux, je trouve que c'est intéressant aussi au moment où on a beaucoup de mauvaises nouvelles sur plein de choses, d'avoir en fait ces bonnes nouvelles-là qui surgissent, de se dire, eh bien voilà, il y a un champ des possibles où on continue à être au service du vivant en vivant intégralement dans la beauté du vivant, parce qu'en fait c'est un peu l'expérience, la quintessence, t'as l'impression que c'est comme un espèce de bain de jouvence au contact du vivant dans sa valence la plus haute. C'est réconfortant aussi de se dire ça dans des moments où bah voilà, on sait que le sujet de l'eau est un sujet qui est important aujourd'hui, qui nous touche tous, qu'on est tous concernés. Là, de savoir que finalement, avec... en plus, c'était une piscine traditionnelle à la base, cet endroit où tu as réalisé ce bassin. Donc, c'est possible. Ça nécessite... Enfin, voilà, c'est d'autres techniques, mais en fait, il y a quelque chose qui est... dans un futur proche, peut-être accessible à d'autres personnes qui seraient ni convaincues par le phyto, ni convaincues par le chlore, ni voilà, et qui auraient tout simplement envie de déplacer le sujet de la piscine ailleurs. Et ça, en tout cas, je trouve que c'est vers nos sensations, en fait, vers la perception sensible de comment on habite, en fait, aujourd'hui, et le bain et la piscine en fait partie. Donc ça, je trouve que c'est vraiment super. Je sais pas si tu veux rajouter un truc autour de ça, mais sinon je peux passer à la question un peu signature du podcast. Tu sais, Emmanuel, dans ce podcast, je demande à tous mes invités de nous partager leur définition du beau, en tout cas comment le beau est important pour eux, ce qu'il représente, etc. Ah, la question. Non, enfin, pour moi, le beau est essentiel à la vie, puisqu'on se rend compte que le vivant est beau par définition, et il est beau parce qu'il est harmonieux. Et parfois, je m'émerveille de voir les harmonies de couleurs qui sont dans la nature, ou les harmonies même de matériaux qui sont dans la nature. Donc quand on peut apporter l'harmonie, on touche le beau et on touche la grâce de faire quelque chose qui est vraiment vibrant. Donc là, on touche quelque chose qui est plus grand que nous, et je crois que c'est de la... Le mot qui me vient, c'est de la poésie, en fait. On est comme dans la poésie, quand on raconte une histoire et on ressent cette vibration, la poésie ou de la musique. Ouais. Et peut-être c'est très beau. Peut-être pour le mot de la fin, l'eau, c'est quelque part l'élément qui connecte notre art de vivre, qui nous connecte tous, qui connecte, je pense, quasiment tout sur cette terre. Même, en fait, aujourd'hui, les innovations en chimie douce passent par l'eau. On le voit beaucoup. On l'a vu, je pense, pour certains d'entre vous à la Biennale aussi. Il y a beaucoup de procédés innovants qui font que l'eau vient présenter des éléments et ensuite elle s'en va en s'évaporant, etc. Donc ça, elle a vraiment ce lien de connectique, carrément, d'union. Et on se disait, qu'est-ce que ce serait peut-être le cap de cette architecture ? Est-ce que cette vision intégrale que nous proposons, elle pourrait aussi emménager dans l'architecture demain ? Oui, pour moi, l'eau est une formidable enseignante de l'intégration de tout le vivant. En fait, elle est effectivement, elle a ces différents états qu'on connaît. Elle est porteuse de vie. Elle communique par son chant quand elle fait des bruits dans les cascades. Elle communique par la lumière quand elle fait des effets de diffraction. Enfin, elle est connectée à tout. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans mon activité, ce qui me parle énormément, c'est ce qu'on pourrait appeler l'architecture intégrative. Ce qui serait d'ailleurs quelque chose de logique. Enfin, on l'a perdu parce qu'aujourd'hui, on a tellement tout découpé, dissocié, que là, on est sur le retour à des évidences. C'est-à-dire, la première des choses, c'est se connecter à ce qui nous entoure en géobiologie, en énergie entre guillemets subtile, mais que les anciens savaient très bien utiliser. Depuis les Égyptiens et même avant, ils savaient utiliser ce genre de choses qu'on a perdu. Les bâtisseurs romans plus proches de nous savaient le faire. Donc quand on construit quelque chose, déjà on se met dans le site, donc on se connecte à l'endroit où on se met. Il y a ça, il y a tout de suite derrière, se connecter à l'endroit où on est, c'est tenir compte de la météo, c'est les vents dominants, c'est l'ensoleillement, c'est les protections naturelles, enfin tout ça. Se connecter à un lieu, c'est qu'est-ce qu'il y a comme matériaux autour, dans un rayon assez proche, donc on choisit les matériaux. Donc là on est vraiment ancré dans le lieu et on travaille de manière, encore une fois, intégrative avec tout ce qu'on a là. Et après, c'est créer des espaces qui sont favorables aux vivants. Donc
depuis que j'exerce comme architecte, je suis plus sensible au ressenti dans l'espace que vraiment à la matière elle-même, même si la matière est importante. Mais finalement, à partir du moment où on a créé quelque chose d'harmonieux dans l'espace et dans l'énergie, la matière, elle vient toute seule et elle vient compléter et permettre de structurer cet espace. Bah, ça serait beau hein, qu'on ait. Je pense que, encore une fois, on l'imagine pas aujourd'hui, donc c'est pour ça qu'on n'en a pas véritablement le désir, parce qu'en fait, peut-être que d'autres civilisations avant nous vivaient peut-être d'une autre manière et donc avaient été davantage en lien avec leur corps, leurs sensations, etc. Ces ressentis. Comment est-ce qu'on aime avoir chaud? Comment est-ce qu'on aime être refroidi dans un lieu? Enfin voilà, je pense que c'est là où cet été. Certains d'entre vous étaient sûrement dans des endroits assez chauds. Est-ce qu'en fait on aime vraiment la clim? Est-ce que vraiment on aime cette sensation? Comment est-ce qu'on vit avec ça? Est-ce qu'on n'est pas malade? Enfin, voilà, c'est aussi, une fois qu'on fait ces constats-là, comment on se reconnecte à d'autres manières peut-être plus douces aussi de vivre avec ces climats qui vont changer, avec toutes ces contraintes qu'on va avoir désormais. Sans aggraver en fait ce qui est la source de la modification de tout ça. Enfin, et je trouve que plus que jamais aujourd'hui, le moment qu'on vit, il est assez génial, même s'il est vertigineux, parce que peut-être que voilà, se remettre au contact d'une vision, refaire venir peut-être des savoirs qu'on n'a pas appris à l'école ou qu'on n'a peut-être pas le temps de redécouvrir pleinement, parce que parfois on a un peu des concepts vaporants, on dit oui il y a ça, et en fait on connaît pas très bien dans la profondeur. C'est peut-être aussi ça, cette architecture intégrative, c'est-à-dire que c'est prendre le meilleur de l'ancien et du nouveau, quoi, quelque part. C'est effectivement cette reconnexion à tout ce qu'on a un petit peu oublié. Mais je pense que la période actuelle, elle est très très intéressante et très enseignante. Donc voilà, ça nous oblige, si on a envie, à se poser les bonnes questions et à faire les bons choix. Donc voilà, c'est à nous de nous reconnecter à ça pour concevoir dans le beau, dans le bien, dans le respect de ce qui nous entoure. Et moi, c'est ce qui vraiment me mobilise et me motive aujourd'hui. Et c'est vraiment très enthousiasmant, parce que chaque jour on est dans la gratitude de se dire waouh, mais c'est tellement magique tout ça. Mais on le voit même quand on s'occupe d'un potager ou d'une plante ou d'animaux, on voit bien le vivant qui s'exprime tout le temps. Merci beaucoup Emmanuel. Merci à toi Hélène.